Nous avons avec nous en visuel Monsieur André-François Giroux, ambassadeur du Canada en Haïti. Ça fait une éternité qu'on n'a pas parlé à Monsieur l'ambassadeur. Monsieur François Giroux, comment allez-vous? Ben écoutez, je vais bien. J'entame ma troisième année à Port-au-Prince. On peut s'entendre pour dire que ça va être une année critique parce qu'il y a des grandes décisions à prendre. J'arrive d'une semaine à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, le High Level Week. Donc, j'ai eu la chance d'y croiser notre premier ministre, notre ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre des Affaires étrangères d'Haïti et le président du conseil de transition qui était là pour représenter Haïti. Donc, les choses bougent. On n'est pas, évidemment, rien n'est décidé encore. La semaine prochaine sera définitivement une semaine importante parce qu'il y aura le vote sur la nouvelle résolution du Conseil de sécurité pour une mission plus robuste avec une certaine autonomie, avec un financement prévisible, à même les contributions obligatoires. Donc, de bonnes nouvelles, à mon avis, si tout fonctionne, des bonnes nouvelles devant nous, mais encore beaucoup, beaucoup de décisions, de points de décision, parce qu'évidemment, il y aura la mise en place de cette nouvelle force, mais il y a aussi la transition politique qui se fait désirer. Hmm. Voilà. Alors, j'imagine que lorsque vous les avez rencontrés à New York, pour cet anniversaire, vous avez demandé une nouvelle affectation parce que vous en avez assez de Port-au-Prince, non? Non? Non, j'en ai pas assez de Port-au-Prince. Je dirais même que c'est le contraire. Ça va être le temps de me rapatrier parce que je deviens trop investi personnellement dans les dossiers et ça, c'est jamais bon. Ah Vous oui. savez, on a cette expression chez nous, going local, quand on commence à devenir trop engagé. Non, blague à part. Je me sens très investi de ma mission, mais la carrière diplomatique étant ce qu'elle est, la permutabilité fait partie du travail. Oui, est-ce qu'il y a une mission qui est donnée ou est-ce que l'ambassadeur y va selon un mot français, feeling, n'est-ce pas, pour s'impliquer comme il le fait? Parce que, bon, je ne parle pas de vous, on entend un chargé d'affaires s'impliquer, s'investir et dire, voilà, vous n'avez pas des postes qui sont à vie, etc., etc. Est-ce que ça dépend de l'individu ou est-ce que c'est la mission qui lui est confiée d'y aller sans retenue ou avec une certaine limite? C'est une très bonne question, puis je salue votre sens de l'observation. Effectivement, bon, on peut parler du système américain ou du système canadien, mais l'ambassadeur est essentiellement un porte-parole. Il est là pour mettre en œuvre la politique que son gouvernement établit envers un pays. On ne peut pas continuellement être dans une situation où chaque mot qu'on dit, chaque parole qu'on prononce doit être approuvé par Ottawa parce qu'on n'en sortirait pas. Vous pouvez comprendre, on a des grandes... Dans la diplomatie canadienne, on s'entend sur une politique, sur une route d'action, et après, c'est un dialogue continu avec les autorités à Ottawa. Et donc, évidemment que si moi, je digresse un peu, vous pouvez être sûr qu'ils vont me ramener dans le droit chemin. Ce qui est unique avec M. Wooster, c'est que lui s'est fait donner un mandat légèrement différent. C'est-à-dire que, contrairement à peu près tout ce que vous voyez à travers le monde dans la diplomatie américaine, Washington est vraiment derrière le volant. Mais avec M. Wooster, il a le double chapeau. Donc, il est le représentant sur le terrain, mais il est aussi celui qui guide le développement de la politique américaine en Haïti. Donc, il est Washington et Port-au-Prince à Port-au-Prince. Donc, ça lui donne pour nous, évidemment, c'est extraordinaire parce que j'ai la chance, l'opportunité d'engager directement avec Washington, alors que traditionnellement, avec les prédécesseurs, il fallait passer par Ottawa, qui engageait Washington et tout. Donc, effectivement, non, vous avez bien remarqué, il est beaucoup plus vocal, beaucoup plus actif. Mais il y a deux facteurs qui expliquent ça. Ce que je viens de vous expliquer, donc son mandat qui est
atypique. Mais il y a aussi le fait que après 6 à 8 mois d'absence américaine sur le terrain, parce que pendant la transition de l'administration Biden à l'administration Trump, il y a vraiment eu cette période de 6 à 8 mois où les Américains étaient en attente de direction. Donc, c'est sûr qu'ils ont été très discrets euh, et nous l'avons senti. Donc, ces deux facteurs, donc le retour du partenaire américain, qui est le partenaire incontournable sur les questions haïtiennes, qu'on le veuille ou non, c'est le plus grand partenaire, le partenaire qui a le plus d'influence. Donc, le retour du partenaire, mais aussi avec une personne euh, qui a le mandat justement de pouvoir définir la politique de façon beaucoup plus agressive. Et pourtant, Monsieur l'ambassadeur, moi-même, en regardant le niveau du représentant, on n'a plus droit à avoir un ambassadeur américain en Haïti. Je me dis que c'est Port-au-Prince qui baisse dans l'estime internationale, mais des Américains en particulier, non? Non, ça, ce serait, vous avez raison, c'est un chargé, donc on pourrait déduire exactement, mais en fait, c'est pragmatique, la raison, parce que le- j'aime mon pays, c'est beaucoup plus simple chez nous. Quand on nomme un ambassadeur aux États-Unis, pour qu'il puisse prendre ses fonctions, il doit se présenter devant le Le Congrès. Congrès, oui. Il faut qu'il ait sa séance. Il faut que ce soit approuvé. Et l'ambassadeur précédent a été en attente pendant quasiment un an avant de pouvoir venir à Port-au-Prince. Donc, la raison, Henry Wooster est un ancien ambassadeur, donc il était en Jordanie, donc il a le titre d'ambassadeur, mais vous avez raison, il est chargé ici à Port-au-Prince, et pas parce que c'est moins important, mais parce que les Américains voulaient qu'il soit en mesure de faire son travail dès le jour 1 après sa nomination. Sans Et, être et il obligé a, de passer par le Congrès. parce qu'il serait toujours à Washington. Autrement, il serait toujours à Washington en attente. Voilà. Mm. Et donc, il est arrivé, il a été désigné, nommé, et il est arrivé en dedans de 3 semaines. Moi, je l'ai accueilli chez moi. Il me dit, écoute, il y a 3 semaines, je ne savais pas que je m'en venais, je m'en venais ici. Ah, Donc, la stratégie à ce niveau-là a vraiment bien fonctionné. Autrement, on aurait perdu des mois et des mois. mm. Alors maintenant, on semble vouloir encore engager le Canada, en tout cas les États-Unis. C'est au moins, ma foi, la troisième fois que les États-Unis demandent au Canada de s'investir davantage, d'avoir un rôle plus prépondérant en Haïti. C'était toujours non et on n'est pas prêt, etc. Maintenant, j'imagine que la troisième fois, c'est la bonne. Ben, écoutez, si je peux me permettre, oui, c'est vrai que les Américains sont toujours très ambitieux par rapport à la participation canadienne, mais de dire que le Canada ne s'est pas engagé de façon ambitieuse, ce serait faux. Depuis les 3 dernières années, plus de 450 millions de dollars investis en Haïti avec l'annonce de Mme Annan de mardi dernier à l'Assemblée générale des Nations unies. On peut dire qu'on est rendu au demi-milliard d'argent canadien tangible. Il n'y a pas, à part les Américains, qui sont définitivement le plus grand bailleur de fonds, évidemment les Nations unies aussi, il n'y a pas un autre partenaire qui arrive même à la cheville là, de l'engagement canadien. Donc, oui, les Américains en veulent toujours plus parce que le défi est immense et malheureusement, euh, les partenaires ne se bousculent pas à la porte, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ce que nous faisons en ce moment, nous, c'est d'essayer justement, Mme Annan était à l'Assemblée générale, a co-présidé cette séance pour justement essayer d'attiser cet intérêt. Derrière la scène, on ferme la boucle avec des démarches au plus haut niveau dans les capitales des différents partenaires pour leur dire, vous devez être au rendez-vous. Et mais la participation canadienne, elle est substantielle, elle est importante et on demeure un partenaire très engagé. Mais là où on refuse la logique américaine, c'est de dire ben, il faut que ce soit le Canada et les États-Unis. Non,
Nous voulons que ce soit le Canada, les États-Unis et les autres partenaires de la région parce que c'est un problème régional, mais c'est aussi un problème global et tous doivent vraiment retrousser leurs manches et se joindre à nous. Oui, alors vous avez parlé de fonds publics investis en Haïti par le Canada, oui, mais nous savons que oui, on a besoin d'argent. L'argent, c'est les nerfs de la guerre, mais on a une guerre à livrer aux bandits et on a besoin d'hommes. La MMAS est toujours à 1 millier alors qu'on prévoit augmenter ça jusqu'à 5 500 hommes de troupes sur le terrain. Est-ce que le Canada est prêt à s'engager sur le terrain de manière concrète à pourchasser les bandits, à les mettre hors d'état de nuire? Ben, la priorité aujourd'hui, c'est vraiment l'adoption de cette résolution de façon à ce qu'on ait une feuille de route claire sur son financement, son organisation logistique, son autonomie et sa capacité, voilà, d'avoir un vrai impact robuste. Après, quand on parle de qui constituera cette force, ce sera une deuxième conversation, mais qui a lieu quand même relativement en parallèle. Il faut pas se compter des histoires. C'est sûr on doit déjà prévoir, mais moi, je ne peux pas me prononcer sur ce que le Canada fera à ce niveau-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'annonce de Mme Annan ce mardi dernier, était significative parce que si vous lisez attentivement, c'est une première contribution la plus importante. Le Canada, avec cette contribution de 60 millions, donc 40 millions va au Trust Fund de la mission, ça veut dire que notre contribution au Trust Fund est de 120 millions. Les autres contributions sont de l'échelle de peut-être entre 5 et 10 millions. Donc, on est vraiment dans une autre ligue là, quand on parle de contribution canadienne. Donc, c'est un, c'est un geste de bonne volonté pour démontrer notre confiance que cette mission va aller de l'avant. Mais c'est conditionnel, effectivement, à ce que la résolution soit adoptée. C'est conditionnel à ce que d'autres partenaires se joignent à l'exercice et effectivement que tout aille de l'avant. Ce qu'on veut vraiment et ce qu'on fait en ce moment, c'est se dire, vous ne pouvez pas vous désengager, il faut rester engagé. Ce n'est pas un problème que pour les Américains et le Canada, c'est vraiment un problème régional. Donc, et il y a en fait tout pour dire qu'il y a plusieurs façons aussi de contribuer à l'appui d'une mission. En ce moment, nous avons une personne sur le terrain qui est un conseiller en genre pour éviter les abus du passé. Donc, c'est une dame qui est là pour conseiller le commandant en chef pour s'assurer que les mécanismes soient mis en place pour pas qu'il y ait d'abus sur les questions là, de violence aux femmes, etc., etc. On a aussi des gens qui sont dans le bureau d'appui de la mission. Et évidemment, mon personnel ici sur l'ambassade est en communication constante. Donc, on n'est peut-être pas aux premières lignes, je suis d'accord avec vous, mais on est définitivement là pour guider, aider, assister. Et effectivement, vous avez bien raison, la mission à 1000 effectifs, on se rend bien compte que c'est insuffisant et c'est pour ça qu'on va de l'avant avec une nouvelle proposition pour justement intégrer les leçons du passé de façon à ce que la future mission soit mieux outillée, financement prévisible, équipement, le bon équipement livré au bon moment. On va vraiment aller chercher l'expertise des Nations Unies. C'est unique, ils savent ce qu'il faut faire de façon à appuyer cette mission. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, c'est une transition qui n'en finit plus, malgré toute la bonne volonté exprimée par cette communauté internationale. On a l'impression, parce que mes compatriotes, vous le savez aussi, rendent cette communauté internationale responsable hein, en disant qu'il y a une part de responsabilité aussi, pas seulement des Haïtiens, mais aussi de la communauté internationale. On dirait que vous faites cette communauté internationale de façon à large. Suivez mon regard, ceux qui ont beaucoup plus de poids hein, en Haïti, toujours les mauvais choix par rapport à ceux qui seront placés. Regardez
cette présence, ce conseil présidentiel, mais c'est quasiment nul, ça n'a absolument rien donné, alors que je suis conscient que les Haïtiens sont conscients qu'on aurait pu commencer, donner l'exemple et demander ensuite à la communauté internationale de nous donner un coup de pouce. Mais on ne fait rien et les bandits sont bien, sont en cavale, ils sont partout, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent de plus en plus d'espace. On dirait qu'on recule au lieu d'avancer. Oui, malheureusement, je partage une partie de votre analyse par rapport au, au constat des travaux du Conseil présidentiel de transition. Certains membres du Conseil présidentiel de transition sont d'accord que leur efficacité a été minée par des querelles internes, des jeux de politique. Je peux vous assurer que j'ai communiqué cette analyse de façon très franche à tous les membres du Conseil présidentiel dans le collectif. Et mon message était le suivant. Nous arrivons tout près de février 2026. Les jeux les querelles de pouvoir n'ont plus leur place. Elles n'ont jamais eu leur place, pour être franc. Mais du point de vue du Canada, nous allons juger le Conseil présidentiel collectivement. Donc, parce que là, il y a tous ces jeux. Hein. Vous voyez, il y a des membres qui se Ouais. dissocient, qui commencent. Et notre point de vue, c'est que vous êtes un conseil collectif et nous allons vous juger collectivement de vos réussites comme de vos échecs. Et la chose Hmm. qu'on souhaite, effectivement, c'est une réussite. Mais on va tirer les constats et c'est le même message que M. Wooster passe. Donc, on travaille très étroitement avec les Américains pour justement passer ces messages. Le moment n'est plus à la tiraille politique, le moment est vraiment à l'action. Euh, Qu'est-ce qui viendra après février 2026? Cela fera l'objet de beaucoup de discussions, mais nous y croyons beaucoup. Hein? Asian Owned, Asian Led. Mais moi, j'ajoute depuis quelques jours, depuis quelques semaines, Asian Accountable. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé. C'est par des Haïtiens, pour des Haïtiens, mais en rendant des comptes, à Haïti qui doit rendre des comptes. Parce que là-dessus, moi, s'il y a une conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'on peut attaquer, oui, les bandits. La situation sécuritaire, elle est dramatique. Le peuple haïtien souffre, insécurité alimentaire, personnes déplacées à l'interne. Il n'y a aucun argument. Il faut agir, il faut faire quelque chose, les bandits. Mais les bandits ont toujours eu et ont toujours encore aujourd'hui des liens avec une certaine élite économique, une certaine élite politique. Et une des raisons pour lesquelles les bandits réussissent à continuer, c'est parce qu'il y a ce copinage qui se passe au plus haut niveau de l'État. Et on n'arrivera jamais à briser ce cycle si on ne s'attaque pas aux causes profondes de l'insécurité, qui est l'impunité totale des élites depuis trop longtemps, ainsi que le manque de compétition dans l'économie domestique. Donc, une des grandes avancées de la résolution, c'est de mettre en place un mécanisme justement de rendre des comptes. Comme c'est une résolution qui est axée sur la sécurité, il y a un paragraphe dans la résolution qui dit le secrétaire général reviendra avec des critères, des actions à prendre de la part des autorités haïtiennes pour accroître leurs propres ressources de sécurité, mais aussi contrôle de leurs frontières, etc. Et ces autorités haïtiennes devront rendre des comptes régulièrement à l'international sur des actions qu'ils ont prises justement à cet effet-là. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on travaille pour élargir ce cadre d'imputabilité pour y inclure les causes profondes de l'insécurité parce que c'est la clé de tout, à mon avis. Et l'idée ici, c'est pour ça, do Asian owned, Asian led, Asian accountable. On doit aider les autorités de transition euh, parce que moi, je dis toujours, il faut que le gouvernement d'aujourd'hui, le gouvernement de demain et le gouvernement d'après-demain
prennent ces engagements-là au sérieux? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça soit toujours une priorité pour le gouvernement du jour qui, disons les choses telles qu'elles sont, il y a des forces obscures dans le background qui vont tout faire pour empêcher que la justice ait des temps, que l'économie soit diversifiée et que le contrôle aux frontières soit efficace et effectif, parce que ces élites bénéficient de cette impunité, de cette possibilité de ne pas payer leurs droits de douane, de ne pas payer leurs impôts, etc. Donc, je pense que c'est une façon euh, d'aider les autorités haïtiennes à une reconnaissance des défis auxquels elles font face à ces forces qui sont très fortes au niveau de la société haïtienne, en disant, ben, l'international, on va vous demander régulièrement de venir nous expliquer les actions que vous avez prises. Parce que 20 ans du LCC, hein, Unité de lutte contre la corruption, 20 ans du LCC, une centaine de rapports, une condamnation dans un des pays les C'est plus pas fort. corrompus. Écoutez, on n'a pas besoin d'expliquer plus le problème. Il n'y a Hein. pas de justice indépendante. Il y a une ingérence politique. Donc, il faut s'assurer de mettre fin à cette tradition, à ces pratiques, de façon à pouvoir outiller justement Haïti avec les bons outils, parce qu'autrement, on va se retrouver au même endroit dans 10 ans. En disant. Alors, pour nous, et j'ai bien aimé l'intervention de M. Rooster en disant que vos postes ne sont pas à vie. Est-ce que pour vous, après le 7 février, parce que nous avons nettement l'impression que le CPT voudra demander une prolongation de mandat et alors que rien n'a été fait, pour vous, dans votre compréhension à vous, après le 7 février, s'il n'y a pas un nouveau gouvernement, ce CPT n'a plus sa place? C'est difficile de répondre à la question. Je vous dirais plutôt que le CPT a une belle opportunité dans les mois à venir pour justement s'organiser, de mettre les élections sur le rail et de s'organiser pour pouvoir laisser la place à un processus qui amènera vers des élections. Je pense que c'est plutôt l'approche qu'il faut prendre. Bon, il y a toutes sortes d'idées là, qui circulent. Il y aura beaucoup de discussions. Évidemment, le consensus national sera important, mais je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'une prolongation du CPT est probablement la proposition qui reçoit le moins d'appui de part et d'autre. Donc, après ça, bon, il faudra que les forces vives d'Haïti se mobilisent derrière une approche, mais voilà. C'est peut-être trop tôt pour se prononcer définitivement, mais encore une fois, quand je parle des succès et des échecs du CPT, un beau succès, ce serait en l'absence d'une élection, un plan très concret pour qu'on arrive à des élections dans des mois assez prévisibles par rapport à février. Parce que, bon, je pense qu'on s'entend que ce sera difficile d'ici février, mais on ne peut pas remettre ça au calendrier grec. Voilà. Mais est-ce qu'on parle dans ces circonstances-là d'élections, comment dirais-je, de compromis, hein? Parce que, en aucun cas, on ne peut prétendre réaliser de bonnes élections lorsqu'il y a une bonne partie du pays où c'est impensable de faire des élections. Oui. Des élections parfaites, ça n'existe pas nulle part dans le monde. On est tous d'accord, mais je suis d'accord avec vous, ça prend quand même des élections crédibles, participatives, transparentes. Et pour le moment, effectivement, c'est difficilement envisageable, mais il faut avancer en parallèle. Il faut avancer sur la sécurité et il faut avancer sur le processus électoral. Et là-dessus, le CPT a vraiment, de mon point de vue, euh, fait preuve d'un peu trop de complaisance. Les choses sont encore trop floues. Ça fait 18 mois là, qu'on aurait pu déjà avoir des bonnes directions. Euh, voilà, il faut maintenir la pression. Monsieur l'ambassadeur, dernière question.
on a tous essayé de comprendre la tactique des bandits. Dans un premier temps, on a mesuré l'espace occupé par ces bandits-là à Port-au-Prince, 80-90%, etc. Et là, on a l'impression que l'objectif, ils ont un autre objectif, je ne sais pas si vous comprenez leur objectif, c'est de s'étendre à l'ensemble du pays. Est-ce que s'il y a une force qu'on dit beaucoup plus musclée, on va s'ajuster en conséquence parce que je me rappelle, on a connu des ministères et beaucoup, beaucoup de missions en Haïti, n'est-ce pas? Et au moment où la dernière mission est partie, eh ben, les bandits sont revenus et c'est là qu'ils ont commencé à prendre de l'ampleur et pour nous amener à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, une force beaucoup plus musclée qui n'éradique pas totalement cette force-là, ben, c'est du travail, oui, dans un premier temps, qui peut être bon pour l'ensemble de la communauté, mais ils reviendront l'instant d'après. Ben, c'est pour ça que la MSSM ou la MAZ, telle qu'on la connaît, et c'est une de ses faiblesses, mais c'est une de ses forces également, c'était qu'elle fait tout en collaboration avec la PNH parce qu'on voulait justement éviter les erreurs du passé où, une fois la mission qui disparaît, ben, la PNH, qui avait été un peu sur le côté pendant la MINUSTA, se retrouve mal outillée pour prendre le relais. Donc, encore une fois, la nouvelle mission plus robuste fera des opérations essentiellement en collaboration avec la PNH parce que la PNH et les forces armées haïtiennes sont les deux institutions qui demeureront. Il y a ce paragraphe dans la résolution qui dit, mais on a des attentes très claires que vous allez reconstruire vos forces armées, reconstruire votre police et les croître aussi. Ce n'est pas juste une question de les ramener là où ils étaient. Tout le monde s'entend pour dire que les effectifs de la PNH, même dans leurs plus belles années, ont toujours été insuffisants par rapport à la population. Et il y a cette nouvelle ouverture qui est la possibilité de faire des opérations autonomes à l'occasion pour justement ne pas avoir les mains liées derrière le dos, de pouvoir répondre rapidement parce que la collaboration, la coordination, elle peut être laborieuse, elle peut être compliquée, elle dépend aussi de la capacité même de la PNH de le faire. Donc, c'était un peu un des constats de la mission actuelle qui a un peu les mains liées dû à ce contexte dont je parlais de sa force. Évidemment, c'est de travailler avec la PNH, mais la faiblesse, c'était d'être contraint à ne travailler qu'avec la PNH. Donc, la nouvelle force aura cette autonomie d'action. Il ne faut pas négliger, parce que là où le Canada et les États-Unis, on a toujours travaillé très étroitement ensemble et on continue à le faire et on passe des messages très francs, c'est sûr, nous allons poursuivre les acteurs, les forces obscures dont je parlais. Donc, évidemment, le Canada a sanctionné 34 individus. Notre régime de sanctions demeure, c'est le pays qui en a le pris le plus. Notre régime de sanctions demeure dynamique. On est toujours à l'affût d'informations. C'est un message que j'ai communiqué aux membres du comité présidentiel de transition. On est toujours à l'affût de nouvelles informations et on n'hésitera pas à ajouter des noms à notre liste. Les Américains, comme vous avez pu voir, sont passés en vitesse, en cinquième vitesse là-dessus aussi. Et ça, on commence derrière les portes closes, on commence à voir un peu l'effet là. Je pense que ça va dénouer certains des problèmes parce qu'il faut se dire les choses, comme je vous l'ai expliqué, l'impact, la possibilité d'impact de la mission de la police était jusqu'à une certaine mesure contraint par des jeux de politique internes et entre l'élite et une certaine élite économique et politique corrompue qui protègent leur Hmm. territoire. Donc, il faut briser ça. Et ça commence à porter fruit. Donc, une année très chargée, un automne qui sera très indicateur des prochains mois avec la résolution, le processus politique. Donc, moi, j'ai bien confiance que j'espère qu'on sera en mesure de tourner le coin, comme on dit, et puis de commencer à remonter la pente
dans les mois à venir. Voilà. On demeure optimiste. André-François Giroux, ambassadeur du Canada en Haïti, je vous remercie, comme toujours, d'avoir pris du temps et de nous parler. Franchement, j'ose le dire, hein, mes amis ne me croient pas quand je dis j'ai un ambassadeur qui me parle franchement, mais ils vont voir hein, que mon ambassadeur me parle franchement. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et j'espère qu'on se reparle bientôt, monsieur l'ambassadeur, pour un peu de bonnes nouvelles aussi. Je partage votre souhait. Merci beaucoup. Et Merci. euh, Au revoir. bonjour à vos auditeurs. À Merci. bientôt. À bientôt.